Les conquêtes espagnoles n'ont jamais été la simple histoire de quelques centaines d'hommes endurcis, renversant de vastes empires par le seul fer et l'audace. Cette version est spectaculaire, mais elle demeure incomplète. La réalité historique est bien plus froide. L'Espagne ne s'est pas contentée de conquérir des territoires. Elle a capté des flux de revenus. Elle a saisi des trésors, réorganisé le travail, réorienté le commerce et injecté la richesse des Amériques dans un système bien plus vaste de guerre, de finance et de puissance mondiale. L'or a fait briller la conquête. L'argent lui a donné toute son importance. Bienvenue dans les chroniques de l'historien financier, là où l'argent, le pouvoir et l'histoire s'entrechoquent. Et rien n'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît. Pour comprendre l'économie des conquêtes espagnoles, il faut commencer par ce que l'Espagne a réellement trouvé dans les Amériques. La première vague de conquête a effectivement généré un pillage spectaculaire. Au Mexique, Hernán Cortés et ses alliés ont démantelé l'empire aztèque et se sont emparés d'énormes réserves de métaux précieux et de biens de tribu. Au Pérou, Francisco Pizarro et ses hommes ont capturé l'empereur Inca Atahualpa et ont extorqué l'une des rançons les plus célèbres de l'histoire avant de détruire l'ordre politique qui avait rendu une telle richesse possible. Mais le butin seul ne crée pas un empire. Le butin est un pic éphémère. L'empire est un système. La véritable percée de l'Espagne a eu lieu lorsqu'elle est passée du vol de trésors accumulés au contrôle de la machine qui produisait de la richesse en continu. La terre, le travail, les mines, les impôts et les routes commerciales. Ce fut le pivot de l'aventure vers l'Empire. Ce pivot a exigé bien plus que des armes à feu. Les armes comptaient, bien sûr. Tout comme les chevaux, les armes en acier, les divisions internes au sein des empires autochtones et le choc biologique catastrophique des maladies eurasiennes. Mais la supériorité militaire seule n'explique pas comment l'Espagne a transformé sa victoire en une puissance financière à long terme. Ce qui a tout autant compté, c'est la capacité de l'Espagne à hériter, réadapter et figer les structures existantes de tribus et de travail. En Mésoamérique comme dans les Andes, les conquérants ont rencontré des sociétés qui savaient déjà déplacer de la nourriture, de la main-d'œuvre et des matériaux sur de longues distances. L'Espagne n'a pas bâti à partir de zéro. Elle s'est insérée au sommet de systèmes déjà lisibles et productifs, puis les a remodelés autour de l'extraction pour la couronne, les élites coloniales et les marchés européens. C'est l'un des plus anciens raccourcis impériaux de l'histoire. Conquérir une société complexe, conserver les canalisations et détourner le flux des richesses. Le premier instrument de cette extraction fut l'encomienda. En théorie, elle était présentée comme une concession de tribus et de travail autochtones dans un cadre de protection et d'instruction chrétienne. En pratique, elle s'est souvent transformée en une forme d'esclavage. Les conquérants et colons espagnols recevaient des droits sur les communautés autochtones, et ces communautés devenaient des sources de travail, de marchandises et de tribus. Il ne s'agissait pas d'un marché libre créant spontanément de la prospérité, c'était de la coercition enrobée de jargon juridique. L'Empire avait besoin de main-d'œuvre. Les conquérants réclamaient des récompenses. La couronne voulait l'ordre sans payer le coût total de l'occupation. L'encomienda a résolu ces trois problèmes à la fois, du moins pour ceux qui se trouvaient du côté des vainqueurs. Elle a transformé les populations conquises en intrants économiques, tout en préservant la fiction d'une gouvernance plutôt que d'une appropriation organisée. Rien ne symbolise mieux la prétendue mission civilisatrice que le fait de forcer les vaincus à la financer. Mais le jeu a fini par changer. Si l'or a donné sa mythologie à la conquête, c'est l'argent qui a conféré à l'Empire espagnol son véritable poids financier. Vers le milieu du XVIe siècle, l'argent était devenu le métal précieux dominant provenant des possessions américaines de l'Espagne. De nouvelles mines au Mexique ont commencé à produire massivement, puis est survenue la découverte qui a tout changé, le Potosí dans les Hautes-Andes. La montagne du Cerro Rico est devenue l'une des sources de richesse les plus spectaculaires de l'histoire moderne naissante. À son apogée, vers la fin du XVIe siècle, le Potosí rapportait des millions de pesos d'argent par an et dépassait de loin tous les complexes miniers rivaux dans le monde. C'est pourquoi le titre de notre étude importe. L'or, les armes et la puissance mondiale fonctionnent comme une formule accrocheuse. Mais la vérité profonde est que l'argent a accompli la majeure partie du travail difficile. L'or a ouvert la porte, l'argent a payé les factures de l'Empire. L'économie du Potosí révèle presque tout ce qu'il y a d'essentiel sur le modèle impérial espagnol. D'abord est venu le contrôle d'un actif naturel richissime. Puis est venue la coercition du travail. Enfin est apparu un régime fiscal conçu pour faire remonter d'énormes valeurs vers le sommet.
La couronne prélevait le quinto réal, le 5e royal sur les métaux précieux. Propriétaires de mines, marchands, transporteurs, affineurs, fonctionnaires et institutions ecclésiastiques se nourrissaient tous de cette vaste économie minière. Autour des mines se sont développées des régions d'approvisionnement produisant de la nourriture, du cacao, du bétail, des mulets, des outils et des services de transport. Ainsi, l'argent n'a pas seulement créé des lingots, il a façonné des économies coloniales entières, structurées exclusivement pour servir l'extraction. Le Potosi n'était pas un simple trou isolé dans une montagne. C'était le centre d'une immense machine qui a réorganisé l'utilisation des terres, les structures du travail et le commerce régional dans une grande partie des Andes. La richesse se concentre, mais l'extraction répartit ses fardeaux vers l'extérieur. Et c'est sur la question du travail que la brutalité devient impossible à ignorer. L'économie primitive de la conquête reposait lourdement sur le travail forcé des autochtones, et alors que l'effondrement démographique dévastait les populations indigènes, les autorités coloniales ont réorganisé la coercition plutôt que d'y renoncer. En Amérique espagnole, le repartimiento est devenu un mécanisme majeur pour réquisitionner la main-d'œuvre autochtone à des fins coloniales. Dans les Andes, cela a pris la forme de la mita. Sous le vice-roi Toledo, la mita au Potosi a été systématisée et élargie, entraînant chaque année des milliers d'hommes autochtones dans les mines et les raffineries. Puis, l'amalgamation au mercure a transformé encore plus profondément l'économie de l'extraction. Le mercure de Huancavelica a permis de traiter des minerais de moindre qualité de manière plus rentable, ce qui a permis au boom de l'argent de s'étendre de façon spectaculaire. Une main-d'œuvre forcée et bon marché combinée à une technologie d'affinage améliorée constitue l'une de ces alliances qui semblent brillantes sur un bilan comptable impérial, mais s'avère catastrophique pour les vies humaines. La montagne a enrichi l'Espagne. Elle a aussi consumé des êtres humains à une échelle industrielle. Cette alliance de la force et de l'innovation mérite qu'on s'y arrête. Les empires aiment souvent raconter leur histoire sous un angle soit héroïque, soit modernisateur. L'Espagne pouvait revendiquer les deux. Elle avait ses conquérants audacieux, certes, mais elle disposait aussi d'administrateurs, de comptables, de systèmes de transport maritime, de règles fiscales, d'hôtels des monnaies, de raffineries et de cadres juridiques. La violence ne s'opposait pas au système, elle y était intégrée. C'est pourquoi les conquêtes espagnoles occupent une place si importante dans l'histoire économique. Elles démontrent que la force primitive et la finance sophistiquée ne sont pas des opposés, ce sont des partenaires. Un mousquet ouvre la mine. Une réquisition de main-d'œuvre la maintient en activité. Le système fiscal la monétise. Une flotte la protège. Un banquier en Europe escompte l'argent futur avant même qu'il n'arrive. Au moment où le lingot atteint Séville, la majeure partie de l'Empire s'y trouve déjà condensée. Et une fois que la flotte des Indes a commencé à circuler régulièrement, l'argent américain de l'Espagne a cessé d'être une simple histoire coloniale pour devenir une histoire mondiale. Le système de la flotte transportait les produits coloniaux, en particulier l'or et l'argent, à travers l'Atlantique, reliant les mines des Amériques aux guerres et au réseau de crédit de l'Europe. Les métaux précieux d'Amérique espagnole ne dormaient pas simplement dans des coffres royaux comme le trésor d'un dragon. Ils en sortaient rapidement pour financer des campagnes militaires, le service de la dette, des importations, le clientélisme politique et des paiements internationaux. Les souverains espagnols tentaient de maintenir la position impériale des Habsbourg à travers l'Europe, menant des guerres, entretenant des armées et défendant leur pouvoir dynastique sur plusieurs fronts à la fois. L'argent américain leur offrait de l'envergure, il ne leur a pas donné de discipline. Ce dernier point est crucial, car il révèle le paradoxe au cœur de l'économie impériale espagnole. Les afflux massifs de métaux précieux donnaient à l'Espagne l'apparence d'une puissance irrésistible, mais ont également encouragé certaines des erreurs financières classiques des empires. L'accès facile à des trésors peut donner aux dirigeants l'illusion d'être plus riches qu'ils ne le sont en réalité. Cela peut inciter à la guerre sans réforme, à la dépense sans productivité et au prestige sans résilience. L'Espagne est devenue lourdement dépendante de l'argent, non seulement en tant que richesse, mais en tant que garantie. Bien avant l'arrivée des flottes annuelles, la monarchie empruntait souvent sur les rentrées futures attendues. Les métaux précieux américains n'ont pas libéré l'Espagne des contraintes financières. Ils ont permis à la couronne de les reporter, de les masquer, pour ensuite s'y heurter de plein fouet et de manière encore plus violente. Dès le règne de Philippe II, la monarchie avait déjà déclaré plusieurs banqueroutes.
C'est l'une des grandes ironies de l'histoire impériale. Un empire mondial, se noyant dans l'argent, a tout de même réussi à se retrouver à court de liquidités. Et l'argent a provoqué autre chose. Il a transformé les prix. Le déluge de métaux précieux entrant en Europe a contribué à alimenter la longue vague inflationniste que les historiens nomment la révolution des prix. Les prix ont augmenté de façon spectaculaire tout au cours du XVIe siècle, l'afflux de métaux précieux en provenance des Amériques étant largement considéré comme l'une des causes majeures, aux côtés des pressions démographiques et monétaires. C'est l'une des leçons financières les plus importantes de toute cette histoire. Plus d'argent ne signifie pas plus de richesse. Si un État accède soudainement à de nouvelles quantités massives de métaux précieux, cela ne garantit en rien une prospérité durable. Cela peut tout aussi bien déformer l'économie, saper la compétitivité et créer l'illusion de l'abondance, tandis que la force productive réelle s'affaiblit en profondeur. L'Espagne importait des trésors, mais elle importait aussi des marchandises. Les métaux précieux entraient puis ressortaient aussitôt pour financer les guerres et acheter des produits manufacturés étrangers. Le trésor a rendu l'Espagne puissante, mais il l'a aussi rendue paresseuse d'une manière qui allait peser lourd par la suite. C'est ici que l'histoire devient mondiale au sens le plus total. Une grande part de l'argent de l'Amérique espagnole ne restait pas longtemps en Espagne et elle ne demeurait certainement pas confinée à l'Europe. Les galions de Manille reliaient le Mexique aux Philippines et, à travers Manille, aux réseaux commerciaux plus larges de l'Asie. L'argent mexicain traversait le Pacifique et s'échangeait contre des soies chinoises, des épices, de la porcelaine et d'autres marchandises asiatiques. Manille est devenue commercialement cruciale parce que les marchands chinois exigeaient de l'argent et que l'Amérique espagnole en possédait à grande échelle. Cela signifie que les conquêtes espagnoles ont contribué à façonnant l'un des tout premiers circuits économiques véritablement mondiaux. Un travail forcé dans les Amériques, un argent affiné dans les centres miniers coloniaux, des métaux précieux expédiés vers l'Europe et l'Asie, et des marchandises asiatiques renvoyées à travers le Pacifique pour alimenter la consommation américaine et européenne. Il ne s'agissait pas d'une mondialisation abstraite, c'était une mondialisation sous l'égide de l'Empire, propulsée par la coercition, la logistique maritime et un métal précieux auquel tout le monde faisait confiance. Et c'est pourquoi l'argent comptait bien plus que les fantasmes de salles au trésor. Il est devenu une monnaie, un moyen de paiement, l'assiette fiscale de l'Empire, un lubrifiant commercial et un connecteur mondial. La pièce espagnole de 8 réaux d'argent est devenue l'une des monnaies les plus reconnaissables et les plus fiables au monde, s'imposant de fait comme une devise mondiale bien avant le dollar moderne. Cela ne s'est pas produit parce que l'Espagne était moralement admirable ou économiquement équilibrée. Cela s'est produit parce que l'Empire avait mis la main sur une source extraordinaire de métaux précieux et l'avait connecté à des réseaux où la confiance, la teneur en métal et l'échelle comptaient par-dessus tout. Quand on parle de puissance mondiale, c'est cela qu'il faut s'imaginer. Non pas de simples drapeaux sur des cartes, mais la capacité de façonner la monnaie utilisée dans les échanges bien au-delà de son propre territoire. Mais vient alors la question la plus difficile. Qui a payé? Pas de manière métaphorique. Qui a réellement payé? Certes, la couronne percevait les impôts, les banquiers touchaient des intérêts, les élites coloniales s'enrichissaient, les marchands géraient le transport, les consommateurs européens achetaient des produits importés, les commerçants asiatiques recevaient de l'argent, mais le coût initial et le plus lourd a été supporté par les Amériques. Les communautés autochtones ont été déracinées, réquisitionnées, taxées, exploitées et brisées. Les maladies ont annihilé des populations déjà soumises à la pression de la conquête. Les systèmes de travail ont évolué, mais l'exploitation est restée constante. Des esclaves africains ont également été importés en Amérique espagnole, en particulier là où la main-d'œuvre locale s'était effondrée ou lorsque les employeurs coloniaux exigeaient des travailleurs forcés supplémentaires autour des mines. Les systèmes alimentaires se sont déformés, les chaînes de transport se sont intensifiées et les économies locales se sont réorganisées entièrement autour de la demande impériale. Lorsque l'on dit que les conquêtes espagnoles ont créé une puissance mondiale, cette formule ne doit pas résonner de manière propre. Elle s'est construite sur la capacité à rejeter la souffrance vers le bas et à faire remonter la richesse vers le haut avec une efficacité redoutable. Pourtant, malgré toute cette extraction, l'Espagne n'a jamais résolu le problème impérial de fond
comment transformer une richesse providentielle en une force productive durable. C'est une dynamique que les observateurs doivent surveiller de près. Les empires fondés sur les ressources confondent souvent extraction et développement. Ils supposent que parce que la richesse afflue, elle est créée de manière durable. Or, les deux concepts sont bien distincts. L'Espagne a pu financer des armées et du prestige pendant un certain temps. Pourtant, elle a peiné à bâtir une structure économique assez résiliente pour s'aligner sur la démesure de ses ambitions. Les métaux précieux sont puissants, mais ils ne remplacent ni la productivité, ni les réformes institutionnelles, ni une gestion rigoureuse des finances publiques. Un trésor facile d'accès peut même affaiblir ses vertus. S'il existait une médaille d'or pour avoir confondu flux de trésorerie et compétences, les États impériaux se disputeraient les marches du podium. C'est ce qui rend les conquêtes espagnoles si modernes. Les technologies ont changé, mais les mécanismes restent familiers. Un État puissant identifie une ressource stratégique. Il emploie la force, la restructuration juridique et le contrôle de la main-d'œuvre pour se l'approprier. Il canalise la richesse qui en découle à travers des réseaux fiscaux et financiers. Cet argent étend son influence militaire, gonfle son prestige et fausse l'économie nationale. Pendant ce temps, les populations les plus proches du point d'extraction supportent les fardeaux les plus lourds et n'en retirent aucun bénéfice durable. Remplacer l'argent par le pétrole, le cobalt, les semi-conducteurs ou le privilège d'une monnaie de réserve, et la logique profonde reste inchangée. La ressource diffère, mais pas la logique. Contrôler le point de passage stratégique, sécuriser le flux, emprunter sur l'avenir, qualifier cela de progrès et espérer que la facture n'arrivera qu'après votre règne. Il y a également là une leçon pour quiconque s'intéresse sérieusement à l'éducation financière et à la véritable richesse. La vraie richesse n'est pas le tas de trésors à la fin de l'histoire. C'est le système capable de commander le travail, de sécuriser la production, de gérer la logistique et de survivre lorsque les gains opportunistes s'évanouissent. L'Espagne semblait inimaginablement riche parce que l'argent ne cessait d'arriver, mais sous ce miroitement se cachait une réalité bien plus fragile, la dépendance à la dette, l'importation de marchandises, des tensions budgétaires répétées et un modèle politique qui cherchait sans cesse de nouvelles conquêtes et toujours plus de métal pour honorer des obligations déjà contractées. Ce n'est pas de la liberté financière. C'est un effet de levier impérial auquel est attachée une bombe à retardement. Les individus agissent d'eux-mêmes, à plus petite échelle. Ils confondent liquidité et solidité, gains inattendus et compétences, revenus futurs empruntés et richesses actuelles. L'histoire finit généralement par châtier cette confusion. Ainsi, l'économie des conquêtes espagnoles se résume à une vérité simple mais troublante. L'Espagne ne s'est pas hissée au rang de puissance mondiale parce qu'elle a trouvé un trésor. Elle s'est élevée parce qu'elle a transformé la conquête en un système financier. Les armes ont forcé les ouvertures, l'or a offert le spectacle, l'argent a créé l'échelle. Les réquisitions de main-d'œuvre ont maintenu la machine en mouvement. Les taxes ont fait remonter la valeur vers le sommet. Les flottes de trésors ont relié la colonie à la métropole. Manille a connecté l'Empire à l'Asie. Les banquiers ont monétisé les rentrées futures. L'inflation a révélé le coût caché. La banqueroute a exposé les limites. En fin de compte, les conquêtes espagnoles ne consistaient pas simplement à s'emparer de richesses. Il s'agissait d'apprendre à convertir la coercition en circulation à l'échelle planétaire. Et c'est là l'ultime leçon. Les empires les plus puissants de l'histoire sont souvent ceux qui ont appris à donner à la violence l'apparence de l'économie. L'Espagne ne s'est pas contentée de conquérir des peuples, elle a réorganisé le travail, l'argent et le commerce jusqu'à ce que la conquête elle-même devienne un modèle de revenu. C'est pourquoi cette histoire résonne encore aujourd'hui, parce que la puissance mondiale se bâtit rarement sur la seule force. Elle repose sur l'aptitude à transformer la force en finance et la finance en influence, tout en dissimulant le coût humain derrière l'éclat de la richesse. L'histoire ne se répète pas, mais si vous ne la comprenez pas, elle vous écrasera tout de même. Si cette réflexion vous a ouvert de nouveaux horizons, poursuivez votre exploration. L'histoire détient les réponses. Je me chargerai de vous montrer où regarder.